Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est toujours au rendez-vous lorsque nous savons très nombreux en train de suivre votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Jean-Paul Kazamba. C'est un analyste politique. Monsieur Kazamba, bienvenue. Merci mon frère. Avec vous, nous allons aborder l'actualité de l'heure, entre autres la tension entre les deux alliés au pouvoir, le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer que ces deux alliés puissent fumer le calumet de la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est question d'éduquer la masse. Vous savez que de toute vraisemblance, la médiocrité a d'abord, une domicile. est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est une sorte d'union contre nature, quoi, mariage contre nature? Êtes-vous d'avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une alliance contre nature. Mais le vrai problème, parce qu'il y a alliance, il faut savoir que la politique est un monde des intérêts. Aujourd'hui, cette alliance, vraisemblablement, profite plus au cash qu'au FCC. Vous savez que nous avons une constitution qui fait qu'en principe, c'est les partis majoritaires. Les prémices devaient être ici du parti majoritaire. C'est ce qui est fait. C'est ce qui a été fait. C'est vrai. Et du PPRD. Mais qu'on a donné une latitude au chef d'État de faire les choix du Premier ministre, d'avoir un mot à dire sur les choix du Premier ministre. Mais alors que dans un gouvernement de coalition, ça ne peut pas se passer ainsi. Mais c'est dans cette coalition-là que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, qui nomme les membres du gouvernement. Exactement, qui nomme, mais qui ne désigne pas le Premier ministre. Le Premier ministre est désigné ou ici des familles politiques qui est majoritaire au Parlement. C'est ce qui a été fait. Le Président ne fait que nommer. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc, si de toute vraisemblance, si on regarde la Constitution d'aujourd'hui, avec ce qu'il y a eu comme majorité, l'FCC, majorité par le FCC, on aurait dû être en face d'un gouvernement de cohabitation. Lorsqu'on est en face d'un gouvernement de cohabitation, les chefs de gouvernement, le programme de gouvernement est exécuté par les partis majoritaires au Parlement, qui allait être le FCC. Mais avec la coalition aujourd'hui, les caches se retrouvent. Les caches se retrouvent par rapport à des ministres qu'il a. Les caches se retrouvent par rapport à ce qu'il a eu comme exigence, les ministères qu'il doit prendre. Alors dans la coalition, ça ne va pas être ainsi. Donc moi je pense que le vrai problème aujourd'hui, il faut que nos dirigeants, les dirigeants des partis politiques, puissent éduquer leurs militants. Que les militants soient informés, qu'ils soient au courant de ce qu'est une cohabitation, de ce qu'est une coalition. Bien avant d'arriver là-bas, M. Kazamba, vous dites que dans cette alliance, c'est plus le cash qui en profite. C'est ce que vous avez dit. Par rapport aux élections, la façon dont les élections sont déroulées. Mais vous ne trouvez pas que le FCC aussi heureusement profite? Ou malheureusement, c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement. Vous ne trouvez donc, pas que... si on doit regarder la configuration du Parlement, la majorité est au FCC. Donc oui, c'est le FCC qui devait être aux commandes de la chose publique. Mais vous ne trouvez pas aussi que le FCC profite aussi de la crédibilité qu'a le FC ou le cash au niveau de l'opinion? Si aujourd'hui le FCC est encore accepté par la population, c'est parce qu'il est en alliance avec le cash. Bon, il faut faire la part des choses entre les droits et la politique. Ici, nous parlons du droit. Que sur le plan de la Constitution, c'est l'FCC qui a été majoritaire, qui a été élu. La plupart de ces députés ont été élus par le peuple. Ça, c'est les droits. Mais si vous parlez de la légitimité, de la politique, ça, c'est un autre aspect des choses. Vous comprenez, M. Alain Boma? Donc, aujourd'hui, vous savez que dans notre pays, avec ce que nous avons comme alliance entre FCC et CACH, nous n'avons pas intérêt que cette alliance soit volatilisée, que ça puisse volatiliser en un clin d'œil. Ça fait partie de la survie du chef de l'État même. Il est aujourd'hui chef de l'État qui règne et qui gouverne parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre le FCC et le CACH. Il a l'emprise du gouvernement, il peut nommer, il peut révoquer les ministres. Ils peuvent avoir, ils ont eu des ministères qu'ils devaient avoir par rapport à ça. En principe, lorsqu'il y a, c'est vrai, nous condamnons la violence d'où ça peut venir. Ce ne sont pas des choses à applaudir. Lorsqu'une effigie des chefs de l'État est déchirée. Mais on ne peut pas non plus aussi applaudir lorsqu'on voit
une effigie, une photo d'un ancien chef d'État qui est aujourd'hui sénateur à vie, déchiré. Donc moi, je crois que de part et d'autre, il faut que nos militants des partis politiques soient vraiment éduqués, que la masse soit éduquée. Vraisemblablement, on remarque que la majorité qui a toujours élu domicile, la classe des dirigeants, élit aussi domicile, la classe des dirigeants. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple qui souffre d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Que nous sommes encore dans la souffrance. Le changement que ce peuple a tant souhaité n'est pas encore là. C'est vrai que nous avons un chef d'État qui a envie de travailler. Nous avons aussi cet amour de la patrie. Mais ce n'est pas encore arrivé. Alors le peuple devait être très critique à l'égard des gouvernants. Très critique. Et non fanatique. Mais lorsque vous avez aujourd'hui des associés qui naissent comme des champignons, Fatih Béton, 100% Fatih, 100% ça. C'est-à-dire quelque part, c'est nous qui rendons. C'est nous. Non, ça c'est. Moi, j'ai toujours considéré comme une bande de flatteurs. Par la Constitution. Comment? Liberté d'association. Liberté d'association, oui, association pour dire quoi. Par la Constitution. Non, mon frère, il y a oui, garanti par, mais il y a aussi des anti-valeurs dans toutes ces associations. Est-ce que vous verrez ça, par exemple, en France, par exemple? Des associations comme ça qui soutiennent Macron, qui disent Macron, Toton Dionante, Macron 100%, Macron béton. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez que les choses changent, on doit être très critique vis-à-vis des gouvernants. Parce que nous sommes encore dans un trou profond, que nous sommes en train de souffrir. Lorsqu'on voit des fanatiques, des gens qui vont à gauche déchirer, par exemple, les filles de Félix, et d'autres qui vvont déchirer de l'ancien chef de l'État. Moi, je crois que ce sont des choses qu'on doit réprouver. Ils le font pourquoi? Pas pour fanatisme. Est-ce qu'on a besoin de tout ça, mon frère? On a besoin aujourd'hui, est-ce que c'est pays pour que ce pays décolle? Il faut déchirer les filles de Félix. Ou bien il faut déchirer les filles de Kabila. Ça, ou quand vous comment dites, vous comprenez ça? Façon d'aider les chefs. Comment vous comprenez toutes ces situations? Toutes ces situations, comment vous le comprenez? Est-ce que ça n'a pas un message derrière? Le vrai problème, c'est que nous avons des dirigeants politiques qui n'ont pas encore atteint cette culture politique. C'est le manque de culture politique lorsqu'on voit ça. Vous savez que lorsqu'on a, par exemple, le président, vice-président d'une assemblée nationale, c'est une haute institution de la République. Lorsqu'on veut tenir un discours, il faut savoir où le tenir et quand et comment. Lorsque, par exemple, les camarades Kabound fustigent la police et la NER, encore que la police dépend directement du ministère de l'Intérieur. Je parie que le ministre de l'Intérieur est de l'IDPS. Lorsque, par exemple, il fustige l'ANER, alors que l'ANER, c'est un service public qui dépend directement du président de la République. Donc moi, je crois que lorsqu'on est au pouvoir, il faut savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Sinon, ça porterait à quoi? À donner raison aux autres qui pensent que le chef n'est pas aux commandes de la chose publique. On pouvait comprendre encore que de telles déclarations soient faites, par exemple, par son CG, qui est un dirigeant d'un parti politique, mais qui est un dirigeant non gouvernant. Mais lorsqu'on est gouvernant, on est dans les affaires. Et qu'on doit tirer à boulet rouge sur la police qui dépend du ministère de l'Intérieur. Qu'on doit tirer à boulet rouge sur l'ANER qui dépend directement du chef d'État. Vous ne voyez pas qu'il y a une sorte d'ambivalence ou de contradiction dans ce qu'on dit. Et par conséquent, est-ce que la coalition FCC cache a une longue vie devant elle? La survie de cette alliance, parce que vous savez que dans un système politique, il y a ce qu'on appelle des inputs et des outputs, les entrées et les sorties. Les entrées, ce sont les demandes de la population. Qu'est-ce que la population veut aujourd'hui? La population veut la paix à l'Est. La population veut que les fonctionnaires veulent que l'air soit amélioré, les enseignants et autres. Ça, ce sont les demandes de la population. Les sorties, les outputs, ce sont les réponses que le système ou le pouvoir va donner à cette demande de la population. Lorsque ces demandes sont adéquates, ces réponses par rapport aux demandes, il y a maintenant les soutiens de la population. Il y a la population qui estime que, bon, voilà, c'est une génération qui doit perdurer dans le temps et dans l'espace, que vers l'an 2023, qu'on voit encore ces gens revenir aux affaires. Donc la survie d'un pouvoir ne dépend que
des outputs comme des inputs, c'est-à-dire des entrées comme les sorties, disons les réponses que les pouvoirs en place donnent à cette population qui demande, quoi? Il demande un bon salaire. Donc, si je comprends bien, M. Kazamba, donc la survie de la coalition FCC Cash dépend des solutions qu'elle va apporter au problème de la population. Exactement, exactement. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, parce que les restes, moi je crois que ça, ce sont des balivernes. Comment vous évaluez la présidence du président Fachi 9-10 mois après? La volonté politique est là. Mais jusque-là, rien n'a été encore fait par rapport à ce que le peuple doit s'attendre. Vous en êtes sûr? Si on doit évoluer sur les 100 jours dont il a parlé... Nous sommes à plus de 100 jours aujourd'hui. Plus de 100 jours. Hier, le chef de l'État devant la diaspora congolaise vivant en France, il a clairement dit qu'il a ramené déjà plus de 1 milliard de dollars américains. C'est bien beau de le dire. Mais dans le vécu quotidien de la population, moi je crois que de tels montants, on a toujours entendu ça, Alain. Vous savez, lorsque vous me demandez qu'il y a changement, les changements, ce n'est pas par rapport à ce qu'ils disent, mais par rapport à ce que le peuple vit. Moi, je vous dis au début aussi que la volonté politique y est. Le chef de l'État a la volonté de travailler. Mais je suis en train de souscrire à ce genre de fanatisme. Parce que ça, c'est de l'auto-satisfaction. Lorsqu'on dit à un chef d'État que vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez bien fait. Non. Ailleurs, mon frère, regardez les histoires des Gilets jaunes. Est-ce que vous croyez que Macron est incompétent? Mais à l'époque, il y avait chaque samedi des marches des Gilets jaunes qui revendiquent plus, qui veulent même qu'ils aillent vivre sur la planète Mars. Mais qu'est-ce qu'on a encore ici? D'ailleurs, même si par hypothèse, que quelque chose devait être déjà fait par Félix, mais ça va de son devoir. Le chef d'État n'est venu avec aucun franc de sa poche. Ça, c'est l'argent du contribuable. Ce sont des devoirs de travailler. Vous dites qu'il n'a encore rien fait. Mais jusque-là, par rapport à ce qu'on attendait comme changement. D'ailleurs, moi je pense, peut-être, excusez-moi, à mon humble avis, c'est peut-être trop lui demander, il faut encore donner du temps au temps. Il a trouvé que le trou était très profond, mais jusque-là, le pays n'a pas encore décollé. La gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, elle est effective. C'est quand même aussi un pas, non? Mon frère Alain Mboma, moi j'ai été enseignant. Ce qui a détruit l'éducation dans notre pays, c'est la modicité des salaires des enseignants. Il y a eu malgré les problèmes du Minerval, les parents se battaient bec et ongle et ils payaient les Minerval à leurs enfants. Vous voyez, chaque année, les écoles étaient bondées des élèves. Et des écoles qui naissaient comme des champignons, parce que les parents étaient quand même, malgré tout, ils payaient leur Minerval. Mais quel est le niveau d'éducation de l'enseignement dans notre pays? Parce que c'est ça le vrai problème. L'éducation est au rabais aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des élèves, ou même des universitaires qui ne savent pas écrire, rédiger une lettre en français. Tout ça pourquoi? Parce que les salaires sont modiques. Allez à l'université de Kinshasa, vous allez voir que les professeurs n'existent qu'à la télévision qu'on les voit. Ils sont invisibles à l'université. Parce que comment il va vivre? Il laisse les interrogations, les TP entre les mains des assistants qui sont aussi très mal payés. Et qui parfois marchandent ces côtes-là. La gratuité d'éducation, on doit applaudir. Nous devons jeter les fleurs au chef de l'État. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de la qualité de l'éducation dans notre pays. Et qu'est-ce qui va résoudre ce problème de la qualité? L'amélioration des salaires du corps enseignant. Les enseignants ont un mauvais salaire qui n'arrive pas à résister devant la corruption des 1000, 2000 francs des élèves ou des étudiants. Vous remarquez qu'il y a un élève, par exemple, qui était en 3e matin, il va s'inscrire en 6e matin et il accroche son diplôme d'État. Un élève qui n'a jamais étudié pendant toute une année, à la fin de l'année, il a 70%, il monte en 4e des humanités. La corruption. Parce qu'ils sont très mal payés. Évidemment, ce qu'il y a eu comme... Moi, je pense même que si on doit aller avec cette allure, les universités comme les instituts supérieurs deviendront une usine de fabrication des chômeurs. D'abord des chômeurs, mais qui n'auront rien aussi en tête.
Vous comprenez? Donc il y a des choses, moi je pense que c'est vrai, nous sommes au début, mais il faut être très critique vis-à-vis du gouvernant. Que le peuple aujourd'hui est en train encore de souffrir. Les changements tant entendus n'est pas encore venu. Les problèmes du courant, on en a toujours. Les problèmes de manque d'eau, on en a toujours. L'insécurité à l'Est bat son plein. Donc il n'est pas temps pour voir des flatteurs parler de 100% ceci, 100% béton. Ça, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Mais aussi, il faut que les dirigeants politiques aient des retenues. Vous savez que lorsque la foule n'a pas d'âme, lorsqu'il y a des gens qui viennent brûler, par exemple, les filles des chefs de l'État, vous savez que la personne du chef de l'État est inviolable. Personne ne peut accepter ça. Mais lorsqu'on est gouvernant, donc, il faut savoir... Donc il fallait que Jean-Marc Aboun se taise. Non, il ne fallait pas... Qu'il n'y ait aucune réaction de sa part. Et pourtant, il est coordonnateur du regroupement politique Cash. Mais lorsqu'il y a, par exemple, le fils du chef d'État qui est déchiré, Jean-Marc Aboun intervient. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire que, par exemple, on rompt les négociations entre l'FCC et le Cash? Mais si on doit rompre les négociations entre les FCC et le Cash, cela voudrait dire qu'en somme, il faut aussi démissionner, par exemple, des postes de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Parce que tu es vice-président à l'Assemblée nationale par rapport à cette alliance. Mais aussi lorsque, par exemple, parce que lorsque vous dites que nous rompons toute négociation avec les FCC et le Cash, jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Alors, qui doit établir ces responsabilités? C'est le FCC? C'est une hypothèse. Est-ce que c'est une façon de donner raison à ceux qui pensent que c'est les FCC qui sont toujours aux commandes de la chose publique? Parce que vous dites que vous rompez les négociations. C'est bien beau. Suspendre les relations entre les négociations entre les FCC et les CAC. C'est bien beau de dire ça. Jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Mais qui doit établir ces responsabilités? Qui alors? L'avenir d'un ancien président de la République élu. Nous assistons depuis un certain temps à un combat des constitutionnalistes, des pénalistes, des docteurs en droit. Selon M. Kazamba, Jean-Paul Kazamba, est-ce qu'un sénateur à vie peut candidater à la présidence de la République après une pause de 5 ans? Bon, le problème d'abord, c'est que lorsque vous évoquez qu'il y a eu des pénalistes, il y a eu des conseillers, vous savez que dans les docteurs en droit, on a des débats. Oui, vous n'avez pas cité leur nom ici. Vous savez que lorsque vous dites qu'il y a des docteurs en droit, des conseillers, mais c'est vrai, vous savez qu'aujourd'hui, la science aujourd'hui dans notre pays est devenue corrompue. On est constitutionnaliste parce qu'on est du FCC. On est constitutionnaliste du cash. Et parmi tous ces professeurs-là, il y a d'autres qui ne valent pas aussi. Mais la plupart d'entre eux aujourd'hui, ils ne parlent plus en tant que scientifiques, mais en tant que politiciens. C'est là où les bas blessent malheureusement. Lorsque vous allez dire qu'il y a des grands noms, mais ces grands noms-là ont toujours soit parlé en faveur du cash ou du FCC. Vous n'allez pas voir qu'ils changent de camp. Sans donc état moi d'âme. je crois, ça il faut vraiment mettre ça de côté, cette histoire des constitutionnalistes ou des pénalistes. Parce qu'ils sont aujourd'hui devenus tous politiciens et ils ont des tendances. Mais le vrai pour moi, je crois que la Constitution est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Si cette Constitution a été votée au travers des référendums, ça dit parce qu'on était en face d'un peuple qui n'était pas aussi idiot ou abruti, mais qui savait lire et écrire. Moi, personnellement, je crois même que ça c'est une façon même de donner des béquilles à Kabila. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes unanimes que Kabila a été vomi par ce peuple. Kabila aujourd'hui ne veut pas permettre à l'un. Parlons d'abord de la politique. Parlons d'abord de la politique. Parce que Kabila ne sera pas le seul ancien président de la République. Alain, je vous le permettez. Allez-y. Moi, je crois que sur le plan politique, tout le monde est aujourd'hui unanime que Kabila est aujourd'hui vomi par ce peuple. Alors, lorsqu'il est vomi et qu'il va revenir au travers des élections, au travers des voies démocratiques, pourquoi avoir peur de ça? Moi, je crois que Kabila aurait dû me trouver chemin faisant s'il avait dit qu'il prend des armes. Mais s'il dit qu'il va utiliser des voies démocratiques pour revenir aux affaires, il disait des voies démocratiques, c'est affronter ces peuples
qui estime que Kabila a été vomi. La mais politique pourquoi est doit aussi faire dynamique, alors hein, s'il ça n'est peut pas du changer droit? 5 ans, 6 Mais ans après. c'est ça la On démocratie. a vu aussi des présidents vomis Mais- par leur peuple 10 ans après revenir en force. Bon, moi, je crois à mon humble avis, sans pour autant aller dans les polémiques des constitutionnalistes ou des pénalistes. J'ai parcouru la Constitution, je ne vois nulle part où un article qui empêche à un chef d'État de revenir aux affaires. J'ai parcouru, vous savez qu'en droit, on dit que ce qui n'est pas interdit en droit est permis. Je ne vois aucun article qui interdit à un ancien chef d'État de revenir aux affaires. Je remarque seulement, il n'y a qu'un article 70 qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. Le mandat du chef de l'État. De Félix, par exemple, parce que c'est lui le chef de l'État. Son mandat est de 5 ans une fois renouvelable. Mais je n'ai vu nulle part un article qui stipule que l'ancien chef d'État ne peut plus revenir aux affaires. Ça, je n'ai pas vu ça. S'il y a des grands constitutions que tu as évoqués... Mais quand les autres évoquent se l'article 220, que, par exemple, que le chef de l'État, le mandat d'une fois, le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois, et ces gens ne trouvent pas un troisième mandat, par exemple, les gens ne trouvent pas le troisième mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est lui le chef de l'État. Kabila n'est pas chef de l'État. Kabila est un ex-chef d'État. On dit que le mandat du chef de l'État, comme Tshisekedi, il est là, il est chef de l'État, son mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Il ne peut pas faire 3 mandats d'affilée. Mais on ne parle pas d'un sénateur ou d'un quelqu'un ancien chef d'État. Il faut faire la part des choses entre, on dit, le mandat du chef de l'État. Mais est-ce que Kabila est chef de l'État? On parle français, mon frère. Moi, je crois que ça, ce n'est pas un problème. C'est vrai, on a vu aussi des constitutionnalistes. On a été tous à l'INIKIN. Nous avons vu des Diello. Il y a aussi des gens de nouveau venus, c'est vrai. Mais dans tout ça, moi, je crois que... Prenons par exemple le concept sénateur à vie. ont démontré de quoi ils ont été toujours politiciens. Prenons le cas, par exemple, du concept sénateur à vie. Un sénateur à vie, est-ce qu'on l'exclut? Il est incompatible, à moins qu'il puisse renoncer. Incompatible à quoi? Si vous êtes sénateur, vous ne pouvez pas devenir président, par exemple, à moins que vous puissiez renoncer. Et si vous êtes député, vous pouvez devenir président avant que vous renonciez. Ou bien si vous êtes militaire, vous pouvez devenir président avant que vous renonciez. Ça, c'est de la jurisprudence. Kabila était officier militaire, il a été général. Mais avant de briguer un mandat comme chef d'État, il avait renoncé à l'armée. Un sénateur n'est pas apolitique. Lorsqu'on est sénateur à vie, on ne devient pas apolitique, mais on est politique. Il ne va pas siéger au Sénat. Lorsqu'il ira au Sénat, c'est pour faire quoi? Kabila est sénateur. C'est-à-dire qu'il est en train d'exercer une fonction politique. Il est de surcroît autorité morale d'un grand regroupement politique, qui est le FCC. Donc il n'est pas politique. Mais moi je pense que le vrai problème, mon frère, vous savez que dans notre pays, on a toujours tendance à donner de l'importance à des balivernes. Aujourd'hui, moi je crois que les gens devaient parler par l'histoire de 15 millions de dollars qui se sont volatilisés comme ça. Le problème de Kabila, revenir aux affaires, moi je crois que Kabila revenir aux affaires dépendra de ce que Félix va réaliser dans son quinquennat. Parce que si ce sont dans les voies démocratiques que Kabila voudrait revenir aux affaires, moi je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir peur ou à donner de l'importance à tout ça. Ou bien ça cache quelque chose parce qu'ils savent qu'ils ne feront rien. Mais lorsqu'ils sont sûrs qu'ils vont faire quelque chose et que ce peuple sera derrière eux, parce que je vous ai dit que la survie d'un pouvoir dépend des sorties, des réponses qu'il donne à la population. Lorsque Félix, pendant son quinquennat, il va travailler pour corriger les erreurs de Kabila. Vous croyez que si Kabila revenait aujourd'hui, comme candidat, qui va voter pour lui? Surtout que les élections seront organisées par Félix Tshisekedi qui aura le pouvoir financier d'organiser ces élections-là. Non, ce n'est pas ça. Lorsque le législateur dit que le mandat du chef d'État est de 5 ans, c'était une façon aussi de donner la chance aux autres. Vous savez que lorsqu'on est dans les affaires et que c'est toi qui organise l'élection, vous avez plus de chances peut-être à remplir. Raison pour laquelle on veut que celui qui est là puisse faire des mandats et aller se reposer pour donner la chance à l'autre. Mais ça n'empêche qu'à une autre mandatif que tu puisses te présenter comme étant un simple citoyen. Aujourd'hui, Félix Kabila n'est pas chef de l'État.
il est un ex-chef de l'État. Les 2 mandats plus 1 est interdit au chef de l'État et non à un ex-chef de l'État ou à un sénateur à vie. C'est écrit nulle part. Moi, je crois que notre constitution est lucide. Ce n'est pas un problème de faire appel à des soi-disant constitutionnalistes qui sont soit de l'obédience FCC ou de l'obédience cash. Le vrai problème est que la constitution est là, tout le monde sait lire et écrire. Il y a même une constitution que j'ai vue avec Congo, même en Swahili. Donc moi je crois que ce n'est pas aller faire des courbettes sur ces professeurs que nous avons aujourd'hui, qui sont devenus tous politiciens aujourd'hui. Et nous sommes déçus par rapport à ce qu'ils nous ont donné comme matière. Il fait la honte. Comment des professeurs qui se disent des PO, disent même vont se contredire dans des petites choses comme ça. C'est de l'argent qui fait tout ça. L'un peut-être parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé, l'autre c'est de l'argent. C'est ça qui caractérise notre classe. C'est ça qui caractérise même ceux qui se disent professeurs de l'université. Bien, M. Kazamba, porte-parole de l'opposition. Est-ce que cette fois-ci les conditions sont réunies pour qu'enfin la classe politique congolaise ait un porte-parole de l'opposition? Bon, vous savez que M. Alain, c'est un problème de tendance. Lorsqu'on dit par exemple le porte-parole de l'opposition, qui aujourd'hui à l'opposition peut se dire aujourd'hui... Est-ce que les conditions sont réunies? Parce qu'on sait qu'en 2006, après les élections, on n'a pas désigné un porte-parole de l'opposition, idem en 2011, mais aujourd'hui, après les élections de 2018, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'enfin l'opposition ait son porte-parole? Les conditions peuvent être réunies, mais c'est un problème de culture, de manque de culture politique. D'abord, quelles sont les conditions qui doivent être réunies? D'entrée de jeu déjà. Si on pouvait parler, par exemple, d'un porte-parole de l'opposition, on peut parler de Fayoul. Le candidat malheureux des élections. N'allons pas d'abord ne citons pas d'abord les noms, les conditions. Parce que nous le savons, en 2006, en 2011, l'opposition n'a pas eu de porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des raisons évoquées qui n'ont pas permis à ce que l'opposition ait... Les conditions sont telles qu'il faut avoir un leader qui réunit plusieurs députés au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si on regarde la configuration de l'Assemblée nationale, on verra que les MS de quoi ça? C'est l'ensemble qui réunit. AMK. Oui, c'est l'ensemble qui réunit plus de députés. Donc déjà, on peut parler de Moïse Katumbi Chapwe. Si on doit aller dans ce sens... Ça, c'est la première condition. Donc la première condition, c'est le leader qui a le plus de nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Bon, la deuxième condition. La deuxième condition, ça se sent, ça se voit aussi. C'est quoi? C'est raison pour... Non. Ça dit c'est question de quelqu'un qui réunit la masse autour de lui, qui fait l'adhésion de la masse. Non, mon cher frère. Mais en quand vous posez de telles questions... Mais en 2006, en 2011, il y avait aussi des gens, des leaders de l'opposition qui avaient plusieurs députés, mais on n'a pas eu un porte-parole de l'opposition. Donc ce n'est pas vraiment des conditions sine qua non à voir. Moi, je dis que les conditions, il y a d'un côté les problèmes de conditions, mais il y a de l'autre les problèmes de culture politique, le manque de culture politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire une disposition à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Ou la probabilité de l'apparition d'un comportement donné à un certain type de situation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin d'un porte-parole de l'opposition. Il faut donner la chance à celui qui réunit la masse autour de lui, qui fait adhésion de la masse, qui aujourd'hui, au sein de l'opposition, Alain, fait adhésion de la population. Si ce n'est Moïse Katumbi. J'ai reçu un analyste politique. En 2011, après les élections, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, réunissait plusieurs députés autour de lui. C'est lui qui avait l'aura, c'est lui qui représentait l'opposition congolaise à l'époque. Mais finalement, on n'a pas eu de porte-parole de l'opposition. Oh, mais on en a eu pas. C'est pour ça que je vous dis que le vrai problème qui gangrène la classe politique congolaise, mon frère, c'est le manque de culture politique. Là où on a besoin, par exemple, d'un candidat, d'un seul porte-parole, ils arrivent, il y a 100 qui sont candidats, ou 500 sont candidats, alors qu'on a besoin d'un seul porte-parole de l'opposition. Vous voyez, il y a 10, 20 qui viennent, alors qu'on a besoin d'une seule. C'est le manque de culture politique. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas le problème des textes ou des conditions, mais le manque de culture politique.
tout le monde veut devenir ceci, tout le monde veut devenir cela, alors qu'il sait qu'en réalité, Donc, il il y a un ne problème de... il Si ne je représente comprends bien, il y a rien. un problème de consensus autour de la candidature unique Mais commune. ces conseils devaient être automatiques par rapport à ce qu'on voit. Parce que vous savez que c'est un problème de réel politique. Qu'il y a une opposition aujourd'hui qu'on peut dire est représentée par tel, et il y a un pouvoir aujourd'hui qui est représenté par tel. C'est un problème de réel politique. Mais que malheureusement nos opérateurs politiques n'en ont jamais eu à l'embaume. C'est ça le vrai problème, le manque d'équilibre politique. Mais si on doit regarder la configuration actuelle, on sait qui peut devenir porte-parole de l'opposition, qui fait l'adhésion de la masse autour de lui, dans l'opposition. On devait avoir guerre au sein de l'opposition à cause de ça. Il y a aussi une chose que je voulais dire, mon cher Alain. Vous savez qu'en Afrique, généralement, les gens meurent avec leurs partis politiques. L'IDPS d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le même IDPS qu'on a connu avec les Sphinx de Limité. Est-ce que vous savez que ce monsieur a donné sa vie, ce monsieur a lutté pour l'intérêt général? Mais l'UDPS a survécu, non? L'IDPS a survécu avec Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez mais après aussi, il y a eu des fois. Étienne est mort en 2017, je vous rappelle. Étienne est mort en 2017. L'IDPS est encore là. Mais est-ce que on peut des gens qui avaient ou qui ont les motivations qu'avait Étienne Tshisekedi existent encore à l'IDPS. Les gens qui sais que Étienne Tshisekedi était déterminé. Il y a eu des moments où même. Mais qui vous dit que il y a eu des moments où même. Qui vous dit que ceux qui dirigent maintenant n'ont plus cette détermination-là? Non, je dis, je ne sais pas. Mais le vrai problème, c'est que généralement, les chefs des partis politiques meurent avec leurs partis politiques. Parce que je ne sais pas si la volonté que les choses changent dans ces pays, qu'avec les Sphinx délimités, on peut les trouver dans 2, 3, 4, 5 au sein de l'IDPS. Vous savez, c'est le même IDPS qui nous a produit Tibala, c'est le même IDPS qui nous a produit Sami Badibang. Donc aujourd'hui, moi je crois que ces pays aujourd'hui doivent être construits par tout le monde. Qu'il n'y ait pas l'esprit de triomphalisme. Le pays doit être construit par tout le monde. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Il y a eu des moments où Étienne Tshisekedi tournait le dos au pouvoir, qu'il disait non à la primature, qu'il ne devient pas premier ministre, pas des tours, que les conditions ne sont pas réunies. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils existent encore à l'IDPS. On voit Étienne Tshisekedi démontrer les billets de 5 000 Zaïre au palais du peuple en 92. Au péril de son pouvoir, il l'a fait. On voit les Sphinx délimités barrer la constitution devant Mobutu Sese Seko Gwendo Wazabanga au péril de son poste de Premier ministre. Nous voulons qu'il y ait des gens aussi comme ça. Mais nous ne voulons pas des gens qui viendront faire du tam-tam, des fanfarons, qui disent une chose à la télévision, mais qui gardent leur fauteuil. Lorsque vous trouvez que vraiment ça ne va pas, ou qu'il y a aveu d'impuissance, par culture politique, qu'est-ce qu'il faut faire, Alain? Que de démissionner. Donc moi je crois qu'il y a ça aussi. Il faut que ce soit les dirigeants des partis politiques, que ce soit les dirigeants, que nous tous qu'on puisse jouer franc jeu, qu'on puisse être derrière le peuple, qu'on ait cet amour-là de la patrie, de la raison de l'intérêt commun et non de l'intérêt égoïste. C'est ça le vrai problème. Donc, selon M. Kazamba, le porte-parole de l'opposition, si la personne qui remplit les critères, ou bien le leader de l'opposition qui remplit les critères pour devenir porte-parole de l'opposition, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi aujourd'hui qui fait l'adhésion de la masse au sein de l'opposition. Ça, il faut dire, moi je ne vois pas pourquoi on doit aller au dos de la cuillère pour le dire, M. Alain. Mais le candidat de l'opposition en 2018, Martin Fayulu, qui réclame jusqu'aujourd'hui la vérité des urnes. Bon, pourquoi pas lui, par exemple, s'il faut qu'il y ait consensus, la personne qui vous a accompagné, qui vous a représenté pendant les élections. Vous savez, si on doit parler de mal à Fayulu aussi sur ce plateau, ce serait ingrat.
Fayulu a bâti son travail de titan. Les leçons ont été organisées, la façon ont été organisées, et a fait qui a été proclamé chef de l'État. Mais nous savons ici une chose, qu'il y a eu des gens qui ont prêté main forte à Fayulu pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Si vous prenez par exemple l'Est de la RDC, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Moussa Niamou ici. Si vous prenez par exemple l'Ouest, les Bandundu, vous avez Mozito. Si vous prenez l'Équateur, vous avez Bemba. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont prêté main forte aussi à Fayulu pour que Fayulu soit ce qu'il était ou ce qu'il est aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Le fait qu'il n'a pas gagné ou le fait qu'il a été, parce qu'il y avait une plateforme électorale, moi j'ai été aussi communicateur. Lorsque Fayulu ne gagne pas des élections, on ne va pas dire que de facto celui qui est porte-parole de l'opposition, parce qu'il a réuni autant de voix. Mais il faut tenir compte aussi que non, il y a eu des gens qui ont fait de Fayulu ce qu'il est. Qui étaient aussi populaires ou qui sont jusqu'aujourd'hui populaires et qui veulent peut-être reprendre le bâton. Ça, ce n'est pas, moi je crois, ça c'est une simple analyse, votre pauvre analyse qui fait ça, qui dit ça. Donc, Fayulu c'est un leader respecté, respectable, que je reconnais, la masse qu'il est réunie, mais il faut reconnaître aussi quelque chose que ce que Fayulu a réalisé, c'est parce qu'il y a eu une main forte qui lui avait été prêtée par des gens que je venais de vous citer. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à la survie ou bien à la Mouka? Est-ce que ça existe encore? Non, la Mouka était une plateforme électorale qui avait pour mission récemment le présidium a transformé ça en regroupement. En principe, la Mouka comme telle ne peut plus exister. La Mouka était une plateforme électorale. Ce n'était pas un regroupement, c'était une plateforme... Mais le présidium, je l'ai dit récemment, le présidium a mué ces regroupements électoraux en regroupement politique. Là, vous le savez. Bon, c'est pour ça que moi, je suis analyste politique, je ne suis pas communicateur de la Mouka, mais je peux vous dire une chose, qu'il faut être honnête. Qu'en principe, la Mouka avait une mission. La mission de la Mouka était de porter Fayulu à la magistrature suprême. C'était ça la raison d'être de la Mouka, qui devait vivre dans l'instant comme dans l'espace. Lorsque les choses sont passées, il y a d'autres gens peut-être. Vous croyez que... Mais alors, si vous pensez que la Mouka appartient désormais au passé, mais qu'est-ce qui empêche ces leaders, les leaders de cette coalition, de décider publiquement, officiellement que aujourd'hui chacun va de son côté, la Mouka n'existe plus? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Pourquoi ils ne disent pas directement? Ce qui importe par l'opérateur politique, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Si vous regardez dans les actes, vous trouverez aujourd'hui qu'il y a une discordance au sein de ce que vous appelez la Mouka, qui n'existe plus à mon sens. On ne parle plus le même langage. Vous savez que cette histoire de la vérité des urnes a été enterrée par les uns, qui disent que l'opposition doit être une opposition républicaine. C'est-à-dire qu'il faut jeter des fleurs à Félix lorsqu'il faut jeter des fleurs, qu'il faut aussi critiquer lorsqu'il faut critiquer. Donc, cette histoire de la Mouka ou cette histoire de vérité des îles a été, je crois, mise dans les oubliettes. En politique, il faut voir, il y a ce qu'on appelle les réalismes politiques. Voir, la politique, c'est ce qui est, ce qui se voit, ce qui se fait. C'est ça la politique. Lorsque vous dites que la Mouka existe, mais sur les terrains, sur ce qui se fait, vous remarquez que la Mouka n'existe plus. Par rapport aux faits et gestes des politiciens, des soi-disant la Mouka. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui que Félix Djoujou est chef de l'État après avoir été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il est chef de l'État et qu'on doit abandonner cette histoire de la vérité des îles, qu'on doit les soutenir lorsqu'il faut les soutenir, qu'on doit dire non lorsqu'il faut dire non, c'est fini. Donc exactement, moi je crois que la politique c'est ça, c'est ce qui est, ce qu'on vit, ce qu'on voit là. Et donc, même la proposition de Fayulu pour une transition de 2 ans est déjà, c'est un mort-né. Mon frère, vous savez que dans notre pays, des dialogues, on en a eu. Tout dialogue a toujours couché d'une souris dans ce pays. Nous avons eu la conférence nationale souveraine, nous avons eu parler de marbre 1, parler de marbre 2, nous avons eu les dialogues de la Sénéco. Ça n'a jamais, ça sont des distractions, mon frère. Aujourd'hui, Kabila, qui voulait remplir, qui voulait faire 3 mandats, il ne l'a pas fait.
il a donné une opportunité au peuple congolais de se choisir librement son président. Donnons aussi la chance, 5 ans après, à ce même peuple de se choisir librement son dirigeant. Cette histoire de partage du gâteau, moi je crois que c'est révolu. Ça n'a jamais réussi dans ces pays. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Le vrai problème, on va regarder Félix dans les œuvres, dans les actes, ce qu'il va poser comme acte. Parce que dans un pays, un pouvoir qui n'a pas une opposition, c'est un pouvoir qui crée les germes de sa propre destruction. Pour qu'un pouvoir vit, la survie d'un système politique dépend aussi d'un adversaire. On doit avoir un adversaire qui est une lampe témoin, qui vous dirige. Un système politique ou un pouvoir où il n'y a pas une opposition à côté, c'est comme un véhicule qui va rouler la nuit sans phare. Vous connaissez les dégâts que cela peut apporter dans ce genre de véhicules. Aujourd'hui, nous voulons une opposition constructive, une opposition critique. S'il faut dire, là où il faut dire non, il faut dire non. Là, il faut dire oui, il faut dire oui. Ce que nous ne voulons pas, c'est cette bande de flatteurs qui viennent dire au chef, qui viennent faire que le chef s'auto-satisfait. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un, béton, tu as déjà beaucoup fait, là vous êtes en train de décourager, j'ai déjà beaucoup de travail. Vous savez que c'est nous, parfois, nos peuples congolais, qui rendons nos dirigeants médiocres, ou même dictateurs. Mais lorsqu'on dit à un chef, par exemple, que Toto Nyote, ça veut dire quoi? Il faut rester président à vie. Lorsqu'on va dire à un chef, par exemple, Fatih Béton, ça veut dire quoi? Est-ce que vous allez entendre de telles bêtises au Congo-Brazzaville ici, qui est en face de nous? Non, moi je crois que c'est le moment qu'il faut être strict, rigoureux avec nos gouvernants. Monsieur... Ce n'est plus le temps de fanatisme, c'est le temps de dire non s'il faut dire non. S'il faut dire oui, il faut dire oui. Non, non, ça va. Monsieur Jean-Paul Kazamba, je vous ai connu proche du MSR à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes où? Alain. Analyste politique, mais proche de quoi? De quelle tendance? Moi, je n'ai pas de tendance. Moi, je suis un analyste politique. La politique est un monde aléatoire. On ne sait pas faire la futurologie en politique. Moi, je suis un aspirant politique. Ils sont en train de voir les comportements, les attitudes de nos opérateurs politiques. Raison pour laquelle je suis mis en retrait, le temps de réfléchir quelle direction prendre. Donc vous êtes en train de réfléchir. Ça peut prendre combien de temps, votre réflexion? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous dis tout simplement que la politique, qui pouvait croire aujourd'hui que l'IDPS pourrait faire alliance avec le PPRD un jour? C'est ça la politique. La politique est dynamique. Le monde politique est aléatoire. On ne sait pas faire la futurologie. Je ne saurais pas vous dire combien de temps. Monsieur Jean-Paul Kazamba, analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Alain Boma. Merci beaucoup, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec certainement un nouvel invité. Au revoir.